Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans l'une des escroqueries les plus célèbres et surtout les plus lourdes de conséquences de toute l'histoire. C'est une histoire pleine d'intrigues, d'ambition et d'un mensonge tellement énorme qu'il a carrément contribué à faire tomber une monarchie. Voilà la question qui est au cœur de tout. Comment un simple objet, aussi somptueux soit-il, a-t-il pu se transformer en une arme capable de détruire la réputation d'une reine et d'ébranler les fondations de tout un royaume? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment comprendre ce scandale, il faut commencer par son point culminant, le moment où tout a explosé au grand jour, et pas n'importe où, au cœur même du pouvoir, à Versailles. Alors, imaginez un peu la scène. On est le 15 août 1785, une des plus grandes fêtes religieuses de l'année. Le cardinal de Rohan, qui n'est autre que le plus haut dignitaire de l'Église de France, s'apprête à officier. Et là, tout à coup, il est convoqué chez le roi et la reine. Quelques heures plus tard, cet homme, l'un des plus puissants du royaume, est arrêté devant toute la cour, en pleine galerie des Glaces, et expédié à la Bastille. Le choc est absolument total. Un événement aussi incroyable, ça n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'une véritable tempête parfaite, un mélange explosif d'ambition, de désespoir et de tromperie. Pour comprendre comment l'arnaque a pu fonctionner, il faut d'abord faire connaissance avec les différents personnages de cette histoire. Mais avant ça, parlons un peu de l'enjeu. Le collier était estimé à 1,6 million de livres. C'est une somme qui nous parle peu aujourd'hui, mais pour se donner une idée, ça équivaut à plus de 27 millions d'euros. Les enjeux financiers étaient donc absolument gigantesques. Et voilà l'objet du délit. Un bijou d'une opulence presque difficile à imaginer. Mais ce qui est fascinant, et c'est un point crucial, c'est que la reine Marie-Antoinette l'avait déjà refusé quelques années plus tôt. Elle avait même dit que la France avait bien plus besoin d'un navire de guerre que de diamants. C'est un détail qui, dès le départ, montre bien qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Nos premiers protagonistes, ce sont les créateurs du collier, Baumer et Bassange. Ils sont au bord du gouffre. Ce collier, c'est un peu leur dernière chance. Mais le problème, c'est que personne n'a les moyens de l'acheter. Et ce désespoir va les rendre très très vulnérables. Ensuite, on a le pigeon parfait, le cardinal Louis de Rohan. Malgré son titre de grand aumônier de France, il est connu pour être assez crédule. Mais surtout, il a une ambition dévorante, regagner les bonnes grâces de la reine pour, il l'espère, devenir Premier ministre. Et cette obsession va littéralement l'aveugler. Et voici le cerveau de toute l'opération, Jeanne de la Motte. Descendante illégitime d'un ancien roi de France, elle est brillante, audacieuse et elle n'a aucun scrupule. Elle a tout de suite compris que la naïveté et l'ambition du cardinal, c'était une véritable mine d'or à exploiter. Et enfin, la victime involontaire de toute cette histoire. Marie-Antoinette n'a jamais été mêlée à ça, mais sa réputation publique a rendu l'arnaque possible. À cause des rumeurs, des pamphlets, on la voyait déjà comme une étrangère frivole et dépensière. Le public était donc tout à fait prêt à croire qu'elle puisse acheter en secret un bijou aussi cher. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec les protagonistes, voyons comment cette arnaque, d'une audace complètement folle, a été montée de toutes pièces par la comtesse de la Motte. Le plan était d'une efficacité redoutable. D'abord, de fausses lettres pour faire croire au cardinal qu'il n'était rentré dans les petits papiers de la reine. Ensuite, le coup de théâtre, une fausse rencontre nocturne dans les jardins de Versailles avec un sosie de la reine pour bien enfoncer le clou. Le cardinal, hameçonné, n'y a vu que du feu. Il a signé le contrat d'achat et il a remis le collier en main propre à Jeanne, persuadé de rendre service à la reine. La dernière étape, bien sûr, c'était de faire disparaître le bijou, en le démontant pour en vendre les pierres une par une. Évidemment, un plan pareil ne pouvait pas tenir la route indéfiniment. Le château de cartes s'est écroulé dès que le premier paiement a été manqué, ce qui a mené à un procès public retentissant qui a fasciné et divisé la France entière. Le moment de vérité, il arrive quand les joailliers, qui commencent à s'impatienter, décident de s'adresser directement à la cour. Et là, la reine tombe des nues. Elle nie tout en bloc. Elle n'a jamais voulu de ce collier. L'escroquerie est révélée et le scandale éclate. Et le résultat du procès est tout simplement hallucinant. Le cardinal de Rohan, qui a quand même été d'une naïveté confondante, il est acquitté et acclamé par la foule comme un héros. Jeanne de la Motte, elle, est reconnue coupable et lourdement punie. Mais la vraie perdante dans l'histoire, c'est Marie-Antoinette. Alors qu'elle est totalement innocente et qu'elle n'est même pas accusée, c'est elle que le procès condamne aux yeux du public. C'est elle qui va payer le prix le plus fort. Et justement, il faut maintenant qu'on se penche sur les conséquences à long terme de ce scandale, qui ont été absolument dévastatrices, non seulement pour la reine, mais pour la monarchie française tout entière. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce scandale a été le point de non-retour. Il a cristallisé toutes les critiques et toutes les haines contre la reine. Elle est devenue pour de bon Madame Déficit. L'affaire a anéanti le peu de confiance qui pouvait rester entre le peuple et la couronne, et beaucoup considèrent que c'est l'un des derniers clous dans le cercueil de l'Ancien Régime qui a vraiment préparé le terrain pour la Révolution. Cette phrase, écrite par la reine à une amie, montre bien sa détresse. Face au verdict, elle se sent trahie, insultée.
Elle a compris que, même si la justice l'a blanchie, l'opinion publique, elle, l'a condamnée. C'est une tragédie personnelle qui annonce la tragédie politique qui va suivre. Et on termine avec cette question, qui est finalement la clé de tout. L'affaire du collier, ce n'était pas juste une histoire d'escroquerie. C'était le symptôme d'une fracture, d'une rupture totale entre la monarchie et le peuple. Parce que quand la parole d'une reine ne vaut plus rien face à celle d'une criminelle, c'est le trône lui-même qui vacille. Une question qui trouvera sa réponse sanglante à peine quelques années plus tard.